Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je propose à l'administration de faire l'appel. Monsieur David Rachlin. Présent. Madame Martine Petrus-Benamou. Monsieur Gilles Longo. Madame Karine Leroy. Monsieur Charles Marchand. Madame Nassima Barkala. Monsieur Gérard Charlie-Vrainville. Madame Brigitte Lancine. Monsieur Christophe Tchoka. Madame Christelle Plantavin, absente. Procuration Madame Cayeta. Monsieur Patrick Perrona. Madame Sonia Lovard. Monsieur Thierry Saroton. Madame Sandrine Crépé. Monsieur Cédric Imbert. Madame Lydia Rigaille, absente, représentée par Monsieur Bourdin. Monsieur Patrick Renard, absent. Procuration à Monsieur Simon Chotan. Madame Ariane Karboski. Monsieur Pascal Pipiton. Madame Mireille Leroux. Madame Marie-Thérèse Gâteau. Madame Dominique Vendra. Monsieur Michel Bourdin. Monsieur Jean-Louis Barbier. Monsieur Robert Simon Chotan. Madame Nelly Bonneau. Madame Sylvie Caïta. Madame Christine Meunier, procuration pour Madame Lancine. Monsieur Frédéric Casala. Monsieur Didier Dalmasso. Monsieur Mohamed Bourguiba. Madame Télésia Philippe Alaï. Monsieur Johan Aglio. Monsieur Fabien Roux. Madame Karen Brandel. Madame Imanel Akadi. Madame Annie Solaire. Monsieur Robert Ricard. Madame Eliane Sabatier. Monsieur Emmanuel Bonnemain. Monsieur Jean-Luc Épuron, Madame Angélique Fernandez, Madame Laurence Frage, Monsieur Julien Poussin et Monsieur Richard Serre. Bien, je propose de nommer Monsieur Pascal Pipiton comme secrétaire de séance. S'il l'accepte, je l'en remercie. Nous avons l'approbation du procès-verbal du 23 février. Si vous avez des choses à me dire sur ce sujet, je vous écoute, mais je n'en vois pas. Je vous en remercie beaucoup. Et nous pouvons commencer l'ordre du jour avec la question numéro 1, qui est l'approbation du transfert des compétences d'action sociale d'intérêt communautaire et aussi borne de recharge à la communauté d'agglomération. Il y a un certain nombre de structures sociales qui interviennent sur plusieurs communes de l'agglomération, vous le savez, pour mettre en cohérence tout cela et pour mettre aussi peut-être un certain nombre de mesures mutualisables en place de nos CCAS. Nous avons l'intention de créer donc ce centre intercommunal d'action sociale. Pour ce qui concerne les bornes de recharge, il s'agit pour nous d'installer entre 10 et 15 bornes sur la ville de Fréjus. Les autres communes feront de même. Nous voulons harmoniser, là, dans ce cadre, l'utilisation de ces bornes, harmoniser leur utilisation dans la communauté d'agglomération, d'abord, bien sûr, mais aussi avec les autres communautés d'agglomération, pour que pour l'utilisateur, le système soit le plus simple possible et soit surtout, en l'occurrence, le même, et ça nous fera quelques économies en commandant tous ensemble. Voilà pour cette première délib. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Oui, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour. Cette délibération concerne donc le transfert de compétences sur la question du centre d'action sociale d'intérêt communautaire, mais également, sauf erreur, la question de celle des bornes de recharge à la communauté d'agglomération Var-Estérel. Alors, je comprends qu'il faille aller vite, qu'il faille tout globaliser, etc. Mais enfin, j'ai du mal à saisir pourquoi, pour notre conseil municipal, nous avons globalisé cette question. On associe ici finalement des choux et des carottes, et peu importe que par facilité, on ait ici recopié purement et simplement la question qui était posée à la CAVEM. Sur le centre intercommunal d'action sociale que nous avons, nous aussi, appelé de nos voeux, et ce n'est pas par hasard si ce dossier est au sein de la communauté d'agglomération pilotée par Annie Solaire, qui est membre de notre groupe, je considère que le dossier que vous nous présentez est incomplet. En fait, il y a plusieurs questions qui méritent d'être posées, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble
de nos collègues ici à l'Assemblée communale, savoir, pour ce qui concerne ce projet, est-ce qu'il s'agit de spécialiser les actions des différents CCAS? Est-ce qu'il s'agit de les déposséder de leurs prérogatives actuelles? Est-ce qu'il s'agit de proratiser des dépenses? Mais dans ce cadre, quid de votre projet d'achat de locaux qui sont actuellement occupés par le CCAS de Fréjus, dont je rappelle que le coût de la location pourrait être amorti par d'autres actions. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà les questions qui se posent et qui ne trouvent pas réponse dans le rapport que vous soumettez à notre Assemblée communale. Et je vous remercie par avance des réponses que vous voudrez bien apporter à l'ensemble de ces questions. Oui, je comprends votre question, Monsieur Bonnemain. Simplement, aujourd'hui, nous parlons simplement de l'approbation du transfert. Ensuite, et je vais vous laisser tout de suite la parole, Madame Soler, vous allez pouvoir renseigner convenablement votre collègue qui ne semble pas encore être au courant de tout. Nous partons aujourd'hui nous actons le principe de ce transfert, et puis, à partir du moment où l'ensemble des communes auront validé ce principe, nous avons 2 ans, c'est la loi qui le dit, pour nous prononcer sur, et c'est le Conseil communautaire qui sera d'ailleurs chargé de ça, et c'est en effet Madame Soler qui a cette délégation et qui donc, en lien avec les communes, travaillera sur ce sujet, se prononcera donc sur le contenu précisément de ce centre intercommunal. Dans mon esprit, mais on aura l'occasion d'échanger avec Madame Soler et l'ensemble des élus concernés, y compris le président de la CAVEM, ça n'est évidemment pas pour transférer les compétences qui existent, qui elles demeureront, mais c'est pour mutualiser un certain nombre de mesures, d'actions qui sont menées sur l'intégralité du territoire pour les mettre en harmonie, pour les mettre en cohérence. C'est tout l'intérêt de ce centre. Mais Madame Soler, peut-être puis-je vous laisser compléter. Je vais pouvoir apporter un éclairage, j'ose dire solaire, si vous permettez le mauvais jeu de mots. Nous vous permettons. Je suis effectivement en charge de ce dossier en qualité de conseillère communautaire déléguée aux solidarités. Ce poste s'appuie sur une longue expérience que j'ai, que chacun d'entre vous connaît, dans le domaine sanitaire et social. Il faudrait d'abord s'appuyer sur le cadre réglementaire qui est en faveur de la décentralisation, c'est-à-dire la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, et dernièrement la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, qui introduit la possibilité d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et le PCI. Pacte qui formalise les objectifs et modalités de la coopération avec les communes membres dans le respect, et j'insiste, de l'identité de chaque territoire. Au-delà de l'aspect réglementaire, c'est l'intérêt porté à nos concitoyens dont nous partageons une communauté de destin hors de tout dogmatisme ou posture politicienne. Le pacte de gouvernance a été présenté le 25 septembre 2020 au Conseil communautaire. On en a discuté, il a été communiqué. Il a été adopté le 25 mars 2021. Nous entrons maintenant dans la phase active de l'application de la loi du 27 décembre 2019 qui, dans son article 13, supprime les compétences optionnelles qui deviennent des compétences facultatives. Ainsi, la communauté d'agglomération peut valablement intégrer la compétence facultative « action sociale d'intérêt communautaire » afin de lui permettre d'intervenir sur des sujets concernant tout ou partie du territoire et surtout de favoriser le sentiment d'appartenance à une communauté. Concrètement, quelles vont être les modalités d'exercice? Tout d'abord, dans le cadre réglementaire. Conformément à la réglementation, la définition d'intérêt communautaire, comme vous l'avez souligné, doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter du transfert. Celle-ci sera proposée au Conseil communautaire à l'issue d'une étude menée par les 5 communes et leurs CCAS respectifs. La volonté de préserver l'identité de chaque commune, les dispositions prises n'ont pas pour vocation à se substituer aux actions sociales menées par les communes, mais elle intervient en pleine complémentarité. Pour ce faire, nous avons des pistes d'intervention
mutualisation des formations, information à destination des publics institutionnels, associatifs, partenariaux, ce qui entraîne un moindre coût et surtout un décloisonnement. Nous apporterons un soutien, comme nous le faisons, à des associations et de manière concertée. Il y aura pour cela aussi l'établissement d'une ABS intercommunale, c'est une analyse des besoins sociaux qui permettent une veille sociale permanente avec une vision anticipative, voire prédictive et encore plus réactive qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Nous interviendrons aussi avec des partenaires type la CAF, parce que nous savons que le CEG va se terminer et que nous savons entrer dans le CTG, qui est la Convention territoriale globale généralisée. Nous travaillerons ainsi en harmonie entre les 5 communes. Nous mettrons en œuvre une plateforme pour la gestion des situations complexes à risque pour tout type de public. Ce concept existe déjà par rapport à un public âgé. Il peut donc être étendu aux autres catégories de public. C'est le sens de l'évolution de la réglementation à travers les plateformes territoriales d'appui que l'on appelle les PTA. Les PTA mettent en cohérence les dispositifs existants dans une logique de mission partagée. J'insiste sur ce terme, pour proposer un guichet unique au carrefour des secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux. On l'a vu dernièrement, l'importance avec la Covid qui a bien marqué ces domaines qui s'entrecroisent. En ce qui concerne la création d'un CIAS, la construction mentale prime sur la construction en dur. C'est ce que nous sommes en train de réaliser. Des échanges ont eu lieu entre élus, ici présents, et personnel des CCAS, que je remercie. Ces échanges sont productifs. Viendra en son temps un espace dédié au CIAS, certainement au sein de la construction d'un nouveau siège de l'EPCI, qui offrira une unité de temps, de lieu et d'action pour ses services. Rappelons que ce siège, outre une nouvelle dynamique, contribuera à un sentiment d'appartenance territoriale que nous appelons tous de nos vœux, à des économies pérennes de fonctionnement, tant au regard des loyers aujourd'hui payés par le PCI que la réduction des coûts, fluides, déplacement du personnel, etc. Par ailleurs, ce siège, visant à une haute qualité environnementale, est susceptible de bénéficier des soutiens de l'État et de la région. Je pense avoir rassuré sur les bénéfices qu'amènera ce CIAS et en même temps donner l'assurance que sur les 2 ans, nous avons déjà envisagé ces pistes, que nous mettons en place une méthodologie d'évaluation et ne pourrons qu'apporter des satisfactions. Je vous remercie pour votre écoute. C'est nous qui vous remercions pour l'ensemble de ces précisions, Madame. Oui. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération, comme l'a fait relever mon collègue Emmanuel Bonnemain, parle du transfert de compétences de l'action sociale et des bornes électriques. Il est vrai que sur le plan formel, c'est un peu détonnant, tout comme l'on vient de voir maintenant Madame Solaire répondre à Monsieur Bonnemain, qui font partie pourtant du même groupe. Je ferme la parenthèse sur le plan formel. Sur l'histoire de ce transfert de compétences, qui est en fait un transfert de compétences partiel, je trouve ça quelque peu dommage parce qu'il aurait été plus opportun de voir toutes les compétences sociales transférées à la CAVEM avec des structures d'accueil décentralisées de proximité des usagers au niveau local. En fait, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est ajouter une nouvelle couche au millefeuille administratif dont j'ai déjà dénoncé précédemment les risques, en maintenant les compétences des communes et en repoussant à plus tard les précisions sur le contenu de ce qui sera la nouvelle mission intercommunale de l'intérêt social, de l'action sociale. Je regrette qu'on ne soit pas allé plus loin, mais bien entendu, je vote pour cet transfert de compétences. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Bonjour, chers collègues. Déjà, j'ai vu qu'on avait une jurisprudence, c'est-à-dire que vous ne nous couperez pas la parole avant 10 minutes, donc c'est bien pour l'opposition, on a gagné quelque chose ce soir. Plus sérieusement, vous savez que je suis contre ces transferts de compétences à la CAVEM, et là, comme le disait Mme Fernandez, on a le pire, on n'a pas le meilleur des 2 mondes, on a le pire des 2 mondes, puisqu'on garde une partie de la compétence de chaque côté, et donc on ajoute une couche au millefeuille.
Plus généralement, il faut que les Fréjustiens soient conscients que ce n'est pas la seule compétence qui va être transférée à la CAVEM. On a un office de tourisme intercommunal et puis surtout, on a le bord de mer qui va être réalisé par la CAVEM, alors que l'aménagement du territoire est vraiment une des compétences phares que devraient garder les communes. Voilà, je pense qu'au mépris de vos convictions, Monsieur le maire, et pour des raisons uniquement financières, vous laissez partir des compétences à la CAVEM que vous devriez garder. Bien. Pour résumer, je rappelle simplement, et Madame Soler l'a dit il y a quelques instants, à charge pour nous aujourd'hui de travailler sur le contenu de ce centre intercommunal. Je pense que les élus, en lien encore une fois avec Madame Soler, les élus, les agents, les directeurs et autres des CCAS de la communauté d'agglomération auront l'occasion de faire un point, une étude assez vaste sur les différents besoins qui sont les nôtres, et ils existent. Et moi, je dois dire que effectivement, la politique sociale n'a pas de frontières communales. Il y a des difficultés que nous pouvons surmonter ensemble, aussi bien avec la commune de Roquebrune qu'avec la commune des Adrets, qu'avec la commune de Saint-Raphaël, qu'avec l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération, quand nous sommes d'accord sur les objectifs. Et il y aura un certain nombre de points de convergence, un certain nombre de besoins que nous avons en commun, et c'est là-dessus que nous devons travailler. Nous aurons et nous ferons des propositions en ce sens d'ailleurs. Je le répète, les compétences des CCAS communaux, évidemment, demeurent, elles restent totales, cela va de soi. Pour autant, lorsque nous aurons besoin de travailler ensemble, eh bien, nous pourrons le faire et nous aurons en quelque sorte une structure juridique qui nous permettra d'aller plus loin et d'avancer. Moi, je m'en réjouis. Je le répète, je ne suis pas schizophrène comme M. Serre. Lorsque j'étais dans l'opposition au conseil communautaire, je réclamais que la ville de Fréjus soit associée, je réclamais que nous ayons des responsabilités dans la communauté d'agglomération. Vous m'avez tous ici suffisamment entendu le dire pour que nous puissions nous en réjouir aujourd'hui. Et je le répète, oui, je me réjouis que nous puissions travailler main dans la main avec mes collègues maires des autres communes. Je me réjouis que demain, les acteurs de la politique sociale de nos territoires puissent eux aussi avoir une vision commune sur certains points. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout d'ailleurs, mais au moins que nous puissions mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui iront dans le bon sens et dans le sens de nos concitoyens sur le territoire. Oui, je me réjouis aussi, Monsieur Serre, et je vous le dis, je me réjouis que nous puissions discuter de la réalisation en commun de cette promenade des bains qui sera un outil touristique majeur pour notre territoire, un outil économique aussi pour notre territoire et pour ses administrés. Oui, je me réjouis que nous ayons aujourd'hui, que nous soyons en responsabilité, que le maire de Fréjus soit le premier vice-président de la communauté d'agglomération, que nombre de mes collègues soient partie prenante dans cette communauté d'agglomération aux côtés de Frédéric Masquelier. C'est une bonne chose pour nos communes. Je l'ai dit avant l'élection, c'est ce sur quoi nous aussi nous avons été jugés, je le pense, et donc par conséquent, je crois qu'il faut continuer à chaque fois que ce sera possible de discuter avec nos partenaires, de nous ouvrir à eux, d'échanger et de bâtir ensemble, même dans les domaines légaux et même sur un certain nombre d'autres, quand cela nous apparaît utile. Parce que l'objet, c'est l'utilité. Est-ce utile ou non? Oui, bien sûr que de mener des politiques sociales ensemble quand c'est possible, et lorsque nous sommes d'accord, bien sûr que ce sera utile à notre territoire. Bien sûr que de parler de si grands projets, de si beaux projets dans le domaine de l'aménagement du territoire, bien sûr que ce sera utile de travailler main dans la main. Et ne voyons pas la CAVEM comme une structure étrangère. La CAVEM n'est pas une structure étrangère. Vous avez encore une vision arriérée, ancienne, des relations avec notre partenaire et avec nos partenaires institutionnels. Nous sommes la CAVEM. Fréjus est la CAVEM. Ses élus sont la CAVEM pour l'intérêt du territoire et avec, main dans la main, avec, avec les villes membres.
Donc moi, je me réjouis de cette situation et je suis heureux, quelles que soient nos différences politiques, de pouvoir travailler sur ces sujets avec Frédéric Mascolier et aussi avec Annie Solaire, qui, je le sais, a une expérience dans ce domaine qu'elle mettra au service de l'ensemble de l'agglomération. Je vous propose de passer au vote, puisque nous avons en quelque sorte épuisé le sujet. Monsieur Serre, vous votez contre, donc. Une seule opposition. C'est bien cela, hein? Pas d'autres oppositions ou d'abstention? Je vous remercie beaucoup. La question numéro 2, avec l'approbation de la modification des statuts de la communauté d'agglomération. Vous le savez, nous avons souhaité modifier le nom, d'abord, de cette communauté d'agglomération qui parle plus, qui reflète davantage notre territoire, Estérel Côte d'Azur Agglomération. Il y a aussi l'intégration dans ces nouveaux statuts, l'intégration des différentes compétences, et en particulier de celles que nous venons d'évoquer. Il y a un certain nombre de précisions pour davantage de clarté dans le domaine de la GEMAPI, puisque des travaux importants vont être réalisés par la communauté d'agglomération. Là encore, je me réjouis que nous puissions avancer ensemble, main dans la main, avec nos partenaires. Est-ce que vous avez des remarques sur ce sujet? Je vous en prie, les dames d'abord, si possible. Il n'y a que des messieurs, donc... J'ai croyais avoir vu votre collègue, Madame Fernandez. Je vous propose de commencer, merci. Vous savez, j'ai voté pour le pacte de gouvernance, tant en ce qui concerne les communautés et mon groupe et moi-même voterons évidemment. Mais pour autant, deux questions posent, deux questions qui sont les suivantes. D'abord, quel est le coût de non pas le pacte de gouvernance en lui-même, mais de ce qui l'accompagne, c'est-à-dire notamment le changement de nom qui défraie en partie la chronique. Le changement de nom, à titre personnel, j'y suis parfaitement favorable, je l'ai dit dès juillet 2020 lors de la constitution du Conseil communautaire. Mais enfin, pardon, c'est quand même pas vraiment le moment. Outre qu'il n'y avait aucune urgence à y procéder immédiatement, ces dépenses sont actuellement totalement inappropriées, à l'heure où les populations et les entreprises de notre territoire ont plus que jamais besoin que les fonds communautaires soient à 100%, en tout cas des capacités d'investissement, consacrées à leur soutien. La seconde problématique, c'est aussi éclatant. Quel manque extraordinaire de démocratie. Enfin, est-ce qu'il était si compliqué que cela de sélectionner à minima 3 propositions de nom et de les soumettre à la consultation des habitants de notre communauté? Enfin, moi, je ne sais pas, mais on n'a vraiment pas le même sens de la consultation populaire entre vous et nous. Donc, pardon, mais on va voter pour, évidemment, mais ces réserves sont quand même importantes et méritées d'être soulignées. Oui, je vous en prie. Monsieur le maire, même si je suis favorable naturellement aux nouvelles compétences dans le cadre de la GEMAPI, je voterai contre cette délibération pour l'intégration notamment des compétences de la CCAS intercommunale. Ce que je voudrais dire, c'est que le nom me paraît aussi très mal choisi. Quand on met un nom, on réfléchit un petit peu à l'acronyme que cela veut donner. Et si on regarde, ça fait l'ECA. Voilà. On va parler de l'ECA. C'est pas vraiment terrible. Alors ça sera peut-être le CA2, le C2A. Enfin, voilà, c'est très particulier. Et puis ce nom ne m'évoque rien du tout. Estérel Côte d'Azur agglomération, pour moi, c'est Mandelieu, Théoul-sur-Mer, et ça n'est pas Fréjus, Saint-Raphaël. Voilà. Donc, encore une fois, on aurait dû, comme le disait Monsieur Bonnemain, faire un certain nombre de propositions et puis choisir dans ces propositions et avoir quelque chose qui soit un peu plus signifiant quant à la dénomination de cette communauté d'agglomération. Bien, j'ai noté vos observations. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire.
Il nous est demandé par cette délibération, qui a notamment pour objet d'approuver diverses modifications des statuts de la CAVEM, d'accepter que l'appellation STRL Côte d'Azur Agglomération se substitue à celle de Communauté d'agglomération Var-STRL Méditerranée, créée voici 8 ans à peine et qui avait jusque-là connu 2 logos. Cela, nous dit-on, pour créer un sentiment d'appartenance à une même communauté, afin de mieux mettre en avant nos atouts et développer un véritable marketing territorial. Au-delà des mots et des promesses pavées de bonnes intentions, je sais bien que lorsque l'on prend la direction politique d'un territoire, l'urgence est toujours de le marquer de son empreinte. Mais posons-nous simplement la question, où est située notre communauté d'agglomération? Dans l'Est Var, un espace privilégié dont la position géographique centrale lui permet de bénéficier de divers points d'attractivité économique que sont Toulon et l'ensemble Grasse, Cannes, Sophia Antipolis, Antibes, et qui ne saurait donc être traité sans dommage comme une simple réserve foncière pour la métropole de Nice. Un territoire remarquable dont la vocation finale ne doit pas être d'être rattaché à l'espace dit azuréen, où nous savons bien que les priorités marquées dans tous les domaines sont fléchées métropole. Alors plutôt que de préparer son absorption par la métropole niçoise, notre priorité ici doit être au contraire que l'Est Var, qui a une histoire et une identité propre, s'accomplisse pour les décennies à venir dans un développement original et particulier, de la bande côtière jusqu'à l'arrière-pays. Voilà pourquoi, à mon sens, l'appellation Communauté d'agglomération Var-STRL Méditerranée me paraît toujours beaucoup mieux répondre à cet objectif commun, en ce qu'elle met en avant ce que nous sommes d'abord, des Varois. Tandis que celle de STRL Côte d'Azur Agglomération ouvre de mon point de vue déjà la porte à une future annexion économique de notre territoire est-varois à l'espace azuréen dominé par la métropole niçoise, alors que notre base naturelle doit au contraire rester le département du Var, fier de ses atouts, de ses spécificités et de ses richesses naturelles et patrimoniales. Telles sont les raisons pour lesquelles, et aussi parce qu'avec la crise que nous traversons, l'heure n'est certainement pas à faire dans les dépenses somptuaires pour changer l'identité visuelle de logos et de supports publicitaires, je voterai contre cette modification des statuts de la CAVEM. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je n'en vois pas. Je veux répondre sur une chose qui m'a interpellé dans l'intervention de M. Épuron en particulier. Vous dites nous sommes en train d'être aspirés par je ne sais quelle institution, métropole ou autre. Je crois que c'est l'exact inverse que nous sommes en train de vous proposer et de proposer aux habitants de notre territoire. Justement, la commune seule ne fera pas le poids et ne résistera pas aux métropoles. Et c'est en donnant de la force à notre communauté d'agglomération que nous pourrons précisément investir davantage et résister à la force d'attraction, il est vrai qu'elle existe, d'un certain nombre de métropoles, et en toute indépendance, et en restant fidèles en quelque sorte à notre département du Var. Et croyez-moi bien, je n'envisage pas les choses autrement que comme cela. Mais parce que nous sommes dans un territoire géographiquement relativement isolé entre deux métropoles, alors justement il faut longtemps critiquer le fait d'absence suffisante de représentativité de l'Est-Var, longtemps reprocher aux politiques régionaux de n'en voir que par les grandes villes, que par Marseille, que par Toulon, que par Nice, pour justement, quand nous en avons la possibilité, c'est le choix que nous avons fait avec le maire de Saint-Raphaël, justement nous redonner de la force et de nous redonner de la puissance. C'est ce que nous faisons à travers cette gouvernance partagée d'abord, mais c'est ce que nous faisons aussi en essayant de faire en sorte que les décisions soient prises d'abord à l'unanimité, avec chacun de nos collègues qui soit conscient des enjeux et qui approuve les décisions que nous souhaitons mettre en œuvre, pour précisément investir davantage et nous donner aussi une représentativité politique aussi plus importante. Donc moi, je crois beaucoup à ce choix-là, tant que la ville, évidemment, y préserve l'ensemble de ses intérêts. Et ça, c'est évidemment au maire que je suis d'y veiller. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui, parce que nous sommes traités avec équité, parce que nous sommes traités avec respect,
et parce que nous avançons, encore une fois, avec une vision pour notre territoire commune, en dépit, encore une fois, d'un certain nombre de divergences politiques nationales dont nous avons souhaité faire peu de cas au niveau local. Moi, je me réjouis encore une fois de cette situation et je vous invite, au contraire, à donner davantage de force à cette communauté d'agglomération, justement pour faire face et pour ne pas se laisser aspirer par les métropoles dont vous avez parlé, car moi aussi, comme vous, je crains beaucoup la métropolisation. J'y suis très opposé d'ailleurs au niveau national. Il faut donc que nous réagissions en conséquence, et je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec la politique de territoire que nous sommes en train de mettre en œuvre. Voilà ce que je voulais vous répondre, parce que c'était un point politique tout de même important, me semble-t-il. Je vous propose de passer au vote, puisque chacun a pu faire son commentaire sur le sujet. Est-ce qu'il y a des oppositions? Elles sont enregistrées. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous en remercie. La DDFIP nous a demandé de revoter les taux pour y inscrire le taux départemental. Mon cher Gilles, c'est cela? Oui, monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Donc, le conseil municipal du 23 février dernier s'est prononcé pour une stabilité des taux d'imposition, et ce, pour la 8e année consécutive. Cependant, le 26 février, la direction départementale des finances publiques nous a informé que le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties se traduit par un rebasage du taux. Ainsi, pour chaque commune, le taux de référence de taxe foncière doit correspondre à la somme des taux de 2020 de la commune et du département. Une lettre du préfet du Var du 5 mars demande aux communes ayant déjà voté leur taux de délibérer à nouveau en tenant compte de cette évolution. Le 23 février dernier, nous avions voté un taux communal de 20,45%, auquel il faut ajouter les taux départementaux de 15,49%. Il vous est donc demandé de voter une taxe foncière sur les propriétés bâties de 35,94%. Bon, nous avons déjà échangé sur le sujet au moment du vote sur le budget. Il s'agit donc aujourd'hui qu'une simple délibération technique à la demande des services de l'État. Néanmoins, si vous avez des observations, je les écoute. Je n'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Bon. La question numéro 4 est relative à l'élection des représentants de la commune au sein de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes, en particulier entre Fréjus et Roquebrune, si je ne m'abuse. Gilles. Oui, donc à la suite du dernier renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de désigner les nouveaux membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes entre la ville de Fréjus et la ville de Roquebrune-sur-Argens pour l'amélioration, l'extension, l'entretien et la gestion des réseaux et des installations d'éclairage public. Voilà, vous savez tout. J'ai besoin de votre autorisation pour que nous puissions voter les noms que je vais vous proposer à main levée, si vous le voulez bien. Et je m'adresse principalement à l'opposition, puisque je pense que la majorité en sera d'accord. Je ne vois pas d'opposition, donc nous allons procéder comme cela, et je vous en remercie par avance. Est-ce qu'il y a des candidats autres que Charles Marchand et Sonia Lovar qui seront les candidats que je propose pour la majorité municipale? Je ne vois pas d'autres candidats. Je vous propose de voter l'un après l'autre ou pour les deux en même temps? Pour les deux en même temps, et pour Charles Marchand et pour Sonia Lovar. Est-ce qu'il y a une opposition ou une abstention sur ces deux noms? Une abstention de l'opposition. Au vote, monsieur le maire. Ah, pardon, madame. Je ne prends pas part au vote, monsieur le maire. C'est bien noté. Pas d'opposition, donc, monsieur Marchand et madame Lovar sont donc élus. Félicitations à eux. La question numéro 5 est relative au partenariat dans le cadre du contrat de ville et à un certain nombre de concours aux associations. Je laisse la parole à Nassima Barkala, même si j'ai dit l'essentiel, je crois. Voilà.
Bonjour, merci Monsieur le maire, bonjour mes chers collègues. Donc, pour rappel, par délibération numéro 639 en date du 23 juin 2015, le Conseil municipal a adopté le contrat de ville 2015-2020 conformément à la loi du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ainsi, le 20 juillet 2015, l'État, le Conseil régional et le Conseil départemental, la communauté d'agglomération Var et Sérel Méditerranée, la ville de Fréjus, ainsi que 9 autres partenaires se sont engagés à coordonner leur action en direction des quartiers défavorisés du territoire en les inscrivant sur la période 2015-2020 dans un contrat de ville. Le dit contrat a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 par un avenant signé le 19 décembre 2019 par les partenaires du contrat de ville de la CAVEM, à l'exception des conseils régionaux et départementaux. Ce contrat se concrétise notamment par le financement d'actions en faveur de ces quartiers et de leurs habitants. Aussi, un appel à projets conjointement élaboré avec les partenaires financeurs, État, CAVEM et Ville de Fréjus, a été lancé le 19 octobre 2020. 35 dossiers ont été déposés par 20 porteurs et présentés au comité de pilotage réuni le 25 janvier 2021. Et nous avons eu l'honneur de voir la présence de Madame la sous-préfète chargée de la politique de la ville, Madame Astrid Graffo. Il a été donc décidé conjointement, collégialement, de retenir 25 projets au titre de cette programmation 2021 pour un montant total de subventions de 240 000 € et répartis comme suit. Donc, au titre de l'État, 124 000 €, au titre de la CAVEM, 68 500 €, au titre de la ville de Fréjus. Soit, pour la ville de Fréjus, 14 projets soutenus et qui sont précisés dans la programmation 2021 du contrat de ville. Il vous est donc demandé d'approuver la programmation 2021 telle que présentée, dans le cadre du contrat de ville, d'attribuer les subventions aux associations conformément au tableau qui a été annexé et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tout document y afférent. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Je n'en vois pas d'opposition. Ah, si, je vous en prie, madame. Oui, un commentaire, Monsieur le maire, sur ces subventions municipales au titre du contrat de ville. On le savait déjà, mais l'action sociale n'est pas la priorité de la ville de Fréjus, puisqu'on relève que sur 25 projets sélectionnés en 2021, la commune de Fréjus ne versera pour cette année 2021 que 47 500 €, dont 22 500 € pour l'association Clarisse, avec des actions engagées pour les associations pour un montant total de 1 500 000 € à peu près, ce qui fait à peine 3% des projets associatifs. Alors, je ne reviendrai pas sur les commentaires qui ont été faits par la Chambre régionale des comptes, dont on a eu l'occasion déjà de débattre, mais il est paradoxal de baisser des interventions sociales alors que la période semble réclamer au contraire leur extension. Les événements violents qui ponctuent la vie sociale de Fréjus ces derniers mois le montrent que trop, et même si la délibération 11 va aller dans ce sens, on ne peut que constater avec regret amèrement ce qui se passe à Fréjus. Faute de disparition des problèmes sociaux, rien ne justifie le si faible montant alloué aux actions sociales au titre du contrat de ville. Madame, vous l'aurez certainement remarqué, nos partenaires sont présents et fortement présents. Et en ce qui concerne le contrat de ville, cela dépend essentiellement d'ailleurs de la communauté d'agglomération, moins de la commune, qui reste présente sur l'intégralité des autres questions sociales et fortement présente puisque nous avons un budget de CCAS globalement en constante augmentation ces dernières années. Je ne partage pas, vous vous en doutez, madame, la philosophie qui consiste à nous expliquer, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire, qu'un certain nombre d'incidents ont lieu du fait de l'absence de politique sociale. Il me semble, quant à moi, que c'est l'ordre et la sécurité qui devraient régner comme préalable à toute action sociale. Ça n'est pourtant pas d'ailleurs ce que nous faisons totalement, puisqu'avec nos partenaires, pour autant, nous participons régulièrement à toute une série d'actions et de mesures, précisément pour soutenir les associations qui œuvrent dans ce domaine. La tentative d'exonération de leurs responsabilités de ceux qui mettent un certain nombre de quartiers à feu et à sang, en l'expliquant par la politique sociale, me semble être aussi irresponsable que politiquement scandaleux.
Mais cela vous regarde évidemment et vous en répondrez si un jour vous l'êtes à nouveau candidate devant, vous en répondrez devant les électeurs, qui à mon avis ne partagent pas non plus cette sensibilité que vous avez. Voilà, rien d'autre de particulier. Ce sont des délibérations que nous avons l'habitude de prendre pour, encore une fois, faire œuvre sociale dans un certain nombre de quartiers. Pas d'opposition ni d'abstention, je suppose. Je vous en remercie. La question numéro 6 est relative à l'exploitation des lots de plage sur la plage naturelle de Saint-Égulphe, et en particulier sur le mode de gestion que nous allons retenir. Oui, monsieur le maire. Donc, par arrêté préfectoral en date du 4 juin 2012, l'État a accordé à la ville de Fréjus la concession de la plage naturelle de Saint-Égulphe, qui s'étend du port de Saint-Égulphe jusqu'au Mas d'Estel, pour une durée de 13 ans à compter du 1er janvier 2013. Sur les 14 lots attribués ou en cours d'attribution, le sous-traité du lot de plage numéro 8, celui des matelas de l'hôtel, arrive à échéance au 31 décembre 2021. Après un avis favorable donné par la commission consultative des services publics locaux et du comité technique sur le principe de délégation de services publics local, il est proposé au conseil municipal de retenir ce choix pour une durée de 3 ans. Est-ce que vous avez des remarques sur ce sujet? Je n'en vois pas d'opposition ni d'abstention. Je vous en remercie beaucoup. On peut passer à la question numéro 7. C'est Jean-Louis Barbier qui a la parole. Oui, merci Monsieur le maire. La présente délibération a pour objet de vous demander d'approuver les termes des sous-traités d'exploitation des lots de plage 4 et 3 présents sur la plage de Saint-Égulphe. Ils arrivent à échéance fin 2020, ils arrivaient. Et vous proposez d'attribuer les sous-traités d'exploitation des 10 lots pour une durée de 3 ans. Cette délibération est donc la conclusion de la procédure dont le principe a été adopté par la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2020. La dite procédure a été appliquée. Son déroulement vous est résumé dans le texte de la présente délibération: ouverture à la concurrence, examen de la constitution des dossiers, examen des offres, négociation, avis et émission d'un avis de la commission d'allégation de services publics. Les critères d'attribution sont rappelés dans le texte de la présente délibération. Il n'y avait qu'un seul candidat par lot. La commission n'a donc pas eu à trancher entre plusieurs candidats pour ces lots 3 et 4. Vous lisez aussi les valeurs des redevances qui ont été négociées. Et en conclusion, nous vous demandons d'approuver les termes des sous-traités d'exploitation des lots 3 et 4 et d'attribuer ces sous-traités d'exploitation, le numéro 3 à la SAS Baya Sul de Monsieur Molinos et le numéro 4 à la SAS Bungalow Café de Madame Laruelle. Bien, si vous avez des remarques, je suis à votre écoute. Je n'en vois pas d'opposition ni d'abstention. Je vous en remercie beaucoup. On peut passer à la question numéro 8. C'est Monsieur Imbert qui a la parole au sujet de la surveillance estivale de nos plages. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc il est proposé dans la question 8, et là pour une fois on sera tous d'accord je l'espère, d'approuver les termes de la convention et de la poursuivre, cette convention impliquant le SDIS 83 et la CAVEM, portant sur la mise à disposition de personnel affecté sur la frange côtière de Fréjus par le SDIS 83. Ça concerne pour notre municipalité 8 postes de secours, 7 jours sur 7, sur une période du 7 juin jusqu'au 19 septembre, et 20 personnels affectés à ces postes de secours. Leur mission est la surveillance baignade des zones balisées conformément au plan de balisage en vigueur, et la mise à disposition de différents matériels, notamment d'embarcations, etc., de matériel de sauvetage par la mairie. Pour un coût estimatif de 245 572,80 €, c'est à ce prix qu'est la sécurité des citoyens, vous en conviendrez. Et via cette convention, nous profitons encore, et j'espère encore plus tard dans le futur, du savoir-faire, de l'expertise technique des sapeurs-pompiers 83, mais aussi d'un savoir-être indéniable. Merci. Je partage évidemment et m'associe pleinement à ce qui vient d'être dit, bien entendu. Je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Je vous en prie.
Question de forme que l'on va retrouver dans d'autres délibérations, me semble-t-il. On vient de voter les changements de statut, donc on s'appelle maintenant Estérel Côte d'Azur Agglomération, et là on va passer une convention avec la CAVEM. Voilà, c'est juste ce problème de forme que Oui. je souhaite soulever. Oui, monsieur, mais nous n'avions pas encore votre accord et nous ne pouvions préjuger de votre bienveillance à l'égard du nouveau nom de la communauté d'agglomération. Dans le prochain conseil municipal, nous en tiendrons évidemment compte. Pas d'autres observations, ni de forme ni de fond, pas d'opposition ni d'abstention, je vous en remercie. On peut passer à la question numéro 9 sur la fixation des IRL. Et c'est Sandrine Crépé qui a la parole. Maire, bonjour chers collègues. Effectivement, il est proposé au conseil municipal d'approuver la proposition de la préfecture d'Ivar qui fixe l'indemnité représentative de résidence à 3 477,99 € pour l'année 2020. Seuls les instituteurs non encore intégrés dans le corps des professeurs d'école perçoivent ces indemnités. Sur la commune de Fréjus, nous en avons 2. Voilà, c'est bien noté. De toute façon, c'est la préfecture du Var qui fixe. Pas d'opposition ni d'abstention. Si, je vous en prie, monsieur. Oui, merci, monsieur le maire. Puisque nous parlons des enseignants, s'agissant de cette IRL, évidemment, nous votons pour. Mais puisque nous parlons des enseignants, donc de l'école, je vous serais reconnaissant de bien vouloir enfin répondre au moins oralement aux 3 courriers que je vous ai adressés au nom de mon groupe, les 26 janvier, 5 mars et 3 avril dernier. Merci d'avance. On va rester dans l'ordre du jour. On vous répondra en temps voulu. Pas d'opposition, pas d'abstention sur ces IRL. Je vous remercie beaucoup. On peut passer à la question numéro 10. C'est la convention de formation au premier secours pour les agents de la ville qui le souhaitent, je crois, Karine. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. La Fédération française de sauvetage et de secourisme étant désormais territorialisée par département, il convient de mettre en place une convention de formation de premier secours entre la ville de Fréjus et l'association Estérel Sauvetage, association compétente sur le territoire. Cette convention tiendra compte des nouvelles conditions tarifaires relatives au coût du diplôme, à savoir 20 € TTC. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de cette convention si annexée et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la signer. Merci. Une bonne chose, je pense. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous en remercie beaucoup. On peut passer à la question numéro 11 sur la création d'emplois de vacataires pour les actions de soutien scolaire au profit des lycéens relevant du quartier prioritaire de la Gabelle. Merci, monsieur le maire. Afin de proposer des actions de soutien scolaire auprès des lycéens du quartier prioritaire de la Gabelle, l'association Agir ABCD met à disposition des enseignants retraités et bénévoles au sein de l'espace d'accueil et d'animation sociale. Mais cette association fait face à une carence d'intervenants. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé la création d'emplois de vacataires au sein de la communauté de Fréjus afin d'assurer ces actions de soutien scolaire au profit des lycéens du quartier de la Gabelle et de charger monsieur le maire au recrutement, de dire et préciser que les personnes recrutées ne travailleront que sur des tâches ponctuelles et identifiées et que la rémunération à la vacation interviendra après service fait et selon les modalités indiquées, et d'autoriser l'inscription des crédits correspondants au budget de l'exercice en cours. Merci. Parfait, merci beaucoup. Pas d'opposition ni d'abstention. Oui, je vous en prie. Monsieur le maire, je me permets de répondre à l'argumentation que vous m'avez faite tout à l'heure, puisque je ne pouvais pas reprendre la parole après vous, donc je vais le faire maintenant. Je ne suis ni dans le déni, ni dans la déresponsabilisation ou la victimisation des auteurs de troubles à la Gabelle. Je sais très bien ce que c'est que des délinquants. En revanche, il n'y a pas lieu, comme vous le faites, d'opposer prévention et répression. La lutte contre la délinquance est une action politique à plusieurs leviers, et malheureusement à Fréjus, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas lieu d'interpréter autrement ce que j'ai dit, celui de la prévention, de l'action sociale, a été sacrifié. Eh bien, c'est totalement faux. Vous le savez probablement pas, puisque les sujets de la commune ne vous intéressent manifestement pas. Mais c'est tout le contraire qui se produit depuis des années, qu'il s'agisse, la preuve d'ailleurs avec la délibération que nous venons de voter, en effet,
mais aussi avec l'action conjointe de la commune, de la communauté d'agglomération sur les secteurs prioritaires, et aussi de tous nos autres partenaires, dont évidemment l'État. Ce qui pose problème dans ces affaires-là, moi je vais vous le dire de manière claire, c'est la faiblesse de l'État dans le domaine de la sécurité et c'est l'absence de réponse pénale aux troubles divers et variés, qui n'ont pas lieu d'ailleurs que dans ce quartier, mais malheureusement qui pullulent dans un certain nombre d'autres quartiers français. On ne va pas rentrer dans le détail. Je ne fais pas là de débat enflammé sur le sujet, je ne crois pas que ce soit le lieu, mais en l'absence de renfort de la part de l'État dans le domaine de la police nationale en particulier, et d'absence totale de réponse pénale adaptée, eh bien la situation continuera à se dégrader année après année, y compris si vous déversez, comme l'État le fait depuis une trentaine d'années, des millions, si ce n'est des milliards d'euros dans des politiques de la ville coûteuses et dont manifestement les résultats ne sont pas au rendez-vous, car je ne pense pas qu'il n'y ait ce problème qu'à Fréjus, mais aussi dans beaucoup d'autres communes où les maires ne sont pas tous de ma sensibilité politique, qui doivent, eux, peut-être déverser encore davantage d'argent dans ces questions et ces sujets. Je n'y vois pas poindre le moindre des petits résultats, malheureusement. Mais encore une fois, je crois que sans véritable réponse pénale dans ce domaine, malheureusement, la situation continuera partout au niveau national à se dégrader et sans doute aussi en menant une politique migratoire un petit peu plus raisonnable, ce qui probablement réglerait une partie du problème. Pas d'opposition ni d'abstention sur la question 11, je suppose, pardon, non, je n'en vois pas. Je vous en remercie. Nous avons une modification du tableau des effectifs. Je suppose qu'il n'y a pas de remarque particulière. Vous aurez probablement noté que les effectifs, quant à eux, puisque la ville, elle, fait des efforts dans ce domaine de la police municipale, sont en constante augmentation, encore cette année, avec plusieurs recrutements. Si l'État pouvait s'inspirer de notre politique dans le domaine, je pense que cela permettrait d'obtenir un certain nombre de résultats. Pas d'opposition ni d'abstention, je vous en remercie. Nous avons eu une attribution d'indemnités horaires pour les travaux supplémentaires pendant la pandémie que nous traversons actuellement, et en particulier pour les agents de la commune qui travaillent 7 jours sur 7 au centre de vaccination. C'est pour eux que nous passons cette délibération. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Je vous en remercie et salue le travail qui est fait par les équipes de la CAVEM et les équipes de la ville au centre de vaccination. Il ne manque plus que des doses en nombre important. Espérons que ça arrivera un jour dans des proportions peut-être plus importantes. Nous avons une question 14 sur la rémunération des assistantes matérielles et en particulier sur leur revalorisation, puisque leur indemnité n'avait pas été revalorisée depuis 1998. Merci, Monsieur le maire. En effet, afin de tenir compte donc des frais supplémentaires occasionnés par l'application du protocole sanitaire dû à la Covid-19, mais également de l'inflation et de cette non-réévaluation après plusieurs années, il est proposé d'augmenter l'indemnité des 16 assistantes maternelles agréées employées par la ville de Fréjus. Il vous est alors demandé d'approuver cette revalorisation du taux de l'indemnité pour un montant de 9,40 € par jour de présence effective et par enfant, de préciser que cette indemnité ne sera pas versée en cas d'absence de l'enfant, qu'elle sera proportionnelle en cas de garde à temps partiel sur la journée, soit 4,70 € pour un temps de garde égal ou inférieur à 5 heures, et d'autoriser l'inscription des crédits correspondants au budget de l'exercice en cours. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Je suppose qu'il n'y aura pas d'opposition. Oui? Non, vous ne souhaitez pas la parole? Ok. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie beaucoup. Nous avons, ma chère Sonia, une délibération relative à l'adhésion de la commune à l'association Ville Internet. Peux-tu nous en dire plus?
s'il te plaît. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Oui, alors à l'heure où le monde et les enjeux numériques prennent de plus en plus d'ampleur au sein de notre société, et afin d'obtenir un label national unique et reconnu au vu de nos nombreux projets en la matière, nous vous proposons donc d'adhérer à cette association Ville Internet, ce qui nous permettra également de continuer à développer notre image proactive en matière de numérique, mais aussi d'intégrer un vaste réseau de collectivités qui ne pourra nous être que profitable, notamment sur le plan touristique. Bien, parfait. Oui, je vous en prie. Oui, c'est un vaste projet, la ville Internet. Mais concrètement, en ce qui concerne les raccordements à la fibre, notamment dans le centre-ville, et notamment pour les entreprises du centre-ville, qu'est-ce qui est concrètement prévu tout de suite, là, maintenant, au-delà de l'adhésion à une charte, une de plus, dirais-je, en ce qui concerne l'action de certains élus? Merci. Cher monsieur, vous n'êtes pas sans savoir que le déploiement de la fibre n'a strictement rien à voir avec la responsabilité que j'exerce, que c'est l'opérateur Orange qui est chargé de cela en lien avec l'État. J'avais d'ailleurs au Sénat participé sur des travaux sur ce sujet et nous avions voté un certain nombre de pénalités en cas de retard. Ce sera probablement le cas ici puisque je sais qu'ils ne sont pas particulièrement en avance, mais je crois, Sonia, je parle sous ton contrôle, et que d'ici la fin de l'année ou de l'année d'après, nous devrions être à 85% de la commune couverte. Si vous voulez, je pourrais vous donner des détails précis sur l'agenda de déploiement, mais qui est réalisé par Orange et pas du tout ni par la commune ni par quelque institution. Mais vas-y, prends la parole si tu veux me compléter. N'hésite pas, Sonia. Juste pour dire aussi qu'on prend aussi ça avec la CAVEM, en fait. On a fait une réunion encore dernièrement avec mon collègue Maître Charlie de Braville. Donc voilà, il peut aussi vous en dire puisqu'il est chargé du numérique sur tout le territoire de la CAVEM, mais il y a aussi bien avec Saint-Raphaël que Fréjus, puisque nous avons le même système pour l'implantation de la fibre, qui est un système qui est différent des autres communes de la CAVEM, mais on suit ça de près, de très près. Mais après, si un jour ça vous dit, on pourra vous communiquer certaines informations supplémentaires dessus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, nous, de compétences particulières et on n'a pas non plus de moyens de pression particulière pour faire avancer Orange, qui avance à son rythme. L'État, lui, en revanche, en a un certain nombre et je crois qu'il met un petit peu la pression en ce moment puisqu'il y a un petit peu de retard. Gérard. Pour dire effectivement que l'orange est un fruit qui peut être doux, mais qui, en certaines circonstances, est très amer. Il peut avoir des oranges amères. Et en l'occurrence, les négociations avec le groupe Orange sont particulièrement compliquées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le président Masquelier a une volonté inébranlable d'être très très dur en négociation et qu'on fait le maximum, mais c'est très compliqué parce qu'on a un opérateur national et nous sommes une agglomération de 150 000 habitants. Voilà. Ils font ça, à mon avis, à leur rythme et en fonction des résultats commerciaux que leur déploiement peut engendrer. Et donc là encore, on en parlait tout à l'heure avec M. Épuron, mais la problématique de l'inconvénient pour les villes moyennes par rapport aux métropoles est encore plus flagrant. C'est vrai dans ce domaine, c'est vrai dans le domaine de la 5G et dans beaucoup d'autres. Mais enfin, ça, on n'est pas au Parlement, on aura peut-être l'occasion d'y être un jour. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Pas d'opposition, je suppose, néanmoins, à l'adhésion à cette charte, qui nous sera néanmoins utile, Sonia. Pas d'abstention non plus, je vous en remercie. On passe à une délibération qui va faire plaisir à M. Serre, qui ne veut pas que nos compétences aillent à la communauté d'agglomération. En voici une qui reste communale, c'est l'urbanisme, Michel. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, c'est la loi ALUR du 24 mars 2014, dans son article 136, qui donne désormais aux établissements publics de coopération intercommunale la compétence en matière d'urbanisme.
tout en apportant une exception dans le cas où 25% des communes et représentant au moins 20% de la population s'y opposeraient. La commune de Fréjus avait délibéré le 16 janvier 2017 pour s'opposer une première fois au transfert de compétences. Cependant, ce transfert est de nouveau applicable au 1er janvier 2021. Ce délai a été reporté au 1er juillet 2021 en raison de la crise sanitaire. Le récent achèvement du PLU et une procédure de modification en cours et de préparation conduisent à proposer de maintenir la compétence à l'échelon communal. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de s'opposer au transfert de compétences PLU à la communauté d'agglomération Var-Estérel-Méditerranée. Très bien, pas de problème, ni opposition ni abstention, je suppose. Je vous remercie beaucoup. Oui, allez-y, madame. Merci. Bon, manifestement, je suis la seule à intervenir pour m'opposer à cette délibération. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, étonnamment, aujourd'hui, je pensais que vous alliez, monsieur le maire, aller dans la continuité de ce que vous nous avez dit tout à l'heure pour expliquer pourquoi il était bon de transférer des compétences au CCAS, mais manifestement, pour la question du PLU, vous n'êtes pas d'accord et vous seriez donc capable de dire l'exact contraire de ce que vous avez soutenu tout à l'heure. Alors j'entends les réticences qui sont manifestées par les maires qui ont l'impression d'être dépossédés de leurs compétences en matière d'urbanisme. Mais comme tout ce qui va vers plus d'Europe, tout ce qui va vers plus d'intercommunalité fait peur aux conservateurs, et ceux de tous bords, quels que soient les partis politiques. Alors que nous avons de grands défis à relever, tels que la question de l'étalement urbain, les aménagements urbains moins énergivores, des transports qui favorisent des modes alternatifs moins carbonés, la préservation de la biodiversité, des mesures relatives à l'assainissement, aux réserves en eau, la gestion des déchets, va-t-on rester centré à l'échelon communal ? Le choix de l'échelon communautaire comme échelon stratégique de la planification urbaine et de l'aménagement du territoire est pertinent. Pourquoi ? D'une part, pour assurer une meilleure cohérence des problématiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacement et d'environnement. La finalité de ce transfert réside dans une gestion plus économe de l'espace et sur la mise en œuvre d'une réflexion commune entre tous les maires de l'agglomération sur la distribution des équipements, des services et des équilibres territoriaux entre les espaces denses et de développement et les espaces non urbanisés. Deuxième argument, l'objectif poursuivi est également la création d'un esprit communautaire, et c'est d'ailleurs ce qui a été prévu dans les statuts du pacte de gouvernance, ainsi que le développement de liens de solidarité. Enfin, troisième argument, l'un des derniers arguments qui pense à tout son poids consiste aussi dans la mutualisation des ressources en ingénierie et des moyens financiers, ce qui est un gain au regard de la complexité croissante des documents de planification. Alors, pour atteindre ces objectifs, le législateur a prévu ce transfert de compétences, et ce, dès 2014. Au 31 décembre 2018, on recensait 126 PLU intercommunaux opposables et 539 procédures en cours, ce qui représente 47% des intercommunalités, et 60% de la population française était couverte donc par un PLU intercommunal. Aujourd'hui, en 2021, le principe est celui de l'intercommunalité du PLU et l'exception, le PLU communal. La CAVEM va-t-elle mener un combat d'arrière-garde alors que tous les projets se réalisent grâce à la CAVEM aujourd'hui? Alors de quoi a-t-on peur? L'intercommunalité est déjà compétente pour élaborer les outils de planification urbaine. Je rappelle, il y a le SCOT, le plan de déplacement urbain, le programme local de l'habitat. Il paraissait donc parfaitement cohérent d'adopter au sein de l'intercommunalité le PLU, qui deviendrait donc un document opposable aux tiers et qui permettrait de traduire de manière réglementaire ces orientations. Alors, est-ce la perte d'un pouvoir? Celle d'être dépossédé d'une compétence essentielle, il est vrai que l'occupation des droits des sols et la signature des autorisations de construire. Mais cette crainte n'est pas fondée. La compétence d'un maire en matière de permis de construire et haute autorisation d'occuper les sols n'est pas liée à la compétence d'élaboration du PLU. Même si l'instruction des autorisations peut éventuellement être mutualisée dans les services de l'agglo, la commune peut décider, c'est prévu par les textes, de l'assumer elle-même, et la délivrance de ces autorisations est un pouvoir de police que le maire conserve. Le maire reste décideur et conserve la signature de ces autorisations. Quant à la crainte de ne plus maîtriser la destination future des sols de sa commune,
Le maire n'aura plus son mot à dire pour la définition du zonage et du règlement du PLU. Voilà les arguments qui sont avancés. Mais alors là, je m'étonne. À la CAVEM, c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, ne travaille-t-on pas aujourd'hui main dans la main, en parfaite collaboration? C'est justement ce qui est prévu également par les textes pour la procédure d'élaboration du PLU intercommunal, c'est-à-dire qu'il doit être conduit en collaboration avec les collectivités. Et lorsqu'elle est compétente, la communauté d'agglo tient au moins une fois par an un débat sur la politique locale de l'urbanisme. Et les maires sont garantis de pouvoir faire part des adaptations du document qu'ils jugeront nécessaires sur leur commune. Les modalités de collaboration sont définies notamment au sein de la conférence intercommunale des maires. Je vais conclure, monsieur le maire. Merci, madame. Vous avez également la clause de sauvegarde qui est prévue. Une commune qui émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement qui la contrevient directement peut obliger l'agglo à revoir sa copie et à délibérer à la majorité renforcée. En conclusion, le transfert de la compétence du PLU à l'intercommunalité n'est pas pour les communes une perte de gain de compétences, mais l'exact contraire. Le caractère collégial du document renforce aussi le poids des élus dans leurs relations avec les acteurs de l'aménagement et de la construction. Et c'est dans cette direction que nous devrions tous nous inscrire aujourd'hui. Ce nouveau document d'urbanisme est aujourd'hui l'outil le plus adapté pour l'avenir de la CAVEM. Je voudrais d'abord vous indiquer, madame, que c'est l'ensemble des maires de la communauté d'agglomération qui ont pris cette décision. Ça n'est pas une originalité fréjusienne, d'une part. Et d'autre part, je dois vous dire que je pense que ce genre d'enjeu doit être tranché par les électeurs. Si j'avais annoncé un certain nombre de choses dans le cadre de ma campagne, en particulier l'idée d'un certain nombre de décisions communes, d'impact de gouvernance, d'un certain nombre de travaux en commun quand c'est d'intérêt communautaire, jamais je n'ai parlé de la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Ce que je vous propose donc, c'est de faire trancher cela par les électeurs, et lorsque vous figurerez ou que vous vous présenterez dans 5 ans à l'élection au poste de maire de Fréjus ou d'ailleurs, du reste, eh bien vous proposerez aux électeurs de voir la compétence en matière de plan local d'urbanisme échapper à la compétence communale, vous proposerez de transférer cette compétence à la communauté d'agglomération et nous verrons ce qu'ils jugeront, ce qu'ils sanctionneront. Je m'en remets à eux. Je pense que c'est plus sage. Pas d'opposition ni d'abstention. D'autres, puisque je suppose du coup, madame, que vous votez contre, ce serait la logique. Est-ce qu'il y a d'autres oppositions ou abstentions sur ce sujet? Je n'en vois pas. Et je vous en remercie. Et nous passons à la question numéro 17, avec la campagne de ravalement obligatoire des façades des rues délimitées un petit peu plus loin du centre historique et la mise en œuvre pour ce faire d'un certain nombre d'aides. Monsieur Bourdin, c'est à vous. Merci, monsieur le Bourdin, maire. Michel. Et non pas autre chose. Ah oui, Jean-Jacques. C'est ça. Vas-y, Non, Michel. On n'est pas parents. C'est à toi. Depuis de nombreuses années, la ville de Fréjus restaure et met en valeur les richesses de son patrimoine à travers des opérations multiples dans le domaine public. Par délibération du 24 février 1992, la ville avait défini un périmètre dans le centre-ville au sein duquel tout propriétaire d'un bien immobilier pouvait bénéficier d'une subvention municipale. S'il entreprenait à rénover sa façade, cette mesure a perduré jusqu'à nos jours. À partir du mois de septembre 2021, la municipalité lance une nouvelle opération façade de grande ampleur, s'appuyant sur l'arrêté préfectoral du 13 novembre 1992 qui rend obligatoire le ravalement des façades des immeubles tous les 10 ans. Des campagnes successives de ravalement vont être lancées au cours des 5 prochaines années, selon le calendrier ci-juin en annexe. Les propriétaires d'immeubles dans ces rues seront sollicités pour effectuer leurs travaux rendus obligatoires par l'arrêté préfectoral. L'opération commencera par les 2021-2022 par la rue Jean Jaurès et la rue de Gaulle, 2022-2023 place de la Liberté et Riculf, rue Siamin, Desaugiers, Montgolfier et Seyès, 2023-2024 place du Couvent, Paul-Albert Février, rue Saint-François-de-Paul, 2024-2025 rue Grisol, rue Reynaud, 25-26 place Paul Vermet, rue Atelmy, Bosset, Hospitalier des Parets et Richerie. Cette campagne sera menée sur 2 ans. Des techniciens seront mis gracieusement à la disposition des propriétaires pour les aider dans leurs démarches administratives.
La ville sera accompagnée par l'association Soliba, VAR, prestataire de la commune, pour piloter cette opération avec les services de la ville. Une permanence sera ouverte à mi-mai. La commune définit dans un nouveau règlement les modalités et les aides financières sans condition de ressources. Pour accompagner les propriétaires, la ville financera une partie importante des travaux, à savoir 30% de la dépense avec un plafond de 3 000 € pour les façades des enduits industriels, 40% de la dépense avec un plafond de 3 000 € pour les façades des enduits, pour les enduits à la chaux. Pour les équipements, 30% de la dépense avec un plafond de 30 € au mètre linéaire pour le remplacement des gouttières et des descentes en zinc ou en cuivre, 30% de la dépense avec un plafond de 500 € pour les travaux de mise en peinture, volets et persiennes, 30% de la dépense avec un plafond de 1 000 € pour la dépose et repose d'une enseigne autorisée, dépose d'une enseigne d'un commerce fermé. Une aide de 1 000 € également sera à disposition pour le dispositif d'intégration des climatiseurs. Ces aides seront majorées de 20% uniquement pour le ravalement de façade la première année de chaque campagne. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'abroger la délibération du 24 février 92, d'approuver le règlement de l'opération façade joint à l'annexe, d'exonérer les opérations de ravalement obligatoire des taxes de voirie liées à l'occupation temporaire du domaine public, d'autoriser la ville à engager les dépenses et accréditer les bénéficiaires sur présentation des justificatifs. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des observations sur ce sujet? Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, nous sommes particulièrement heureux de constater que vous exécutez notre programme électoral. J'en suis très, très content. Mais quelques remarques, toutefois, sur le dispositif que vous avez préparé. J'ai pas entendu le début, monsieur. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu, monsieur le maire? Le tout début, j'ai pas entendu. Nous étions particulièrement heureux de voir que vous exécutez notre programme électoral. Ah, bien. Merci beaucoup. Donc, quelques remarques sur ce dispositif, si vous voulez bien. D'abord, les bénéficiaires des travaux envisagés. Vous le savez, nombreuses sont les copropriétés du centre ancien qui sont dépourvues de syndic, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Et malgré la facilité qui a été accordée par l'ordonnance de 2019 sur la question, le délai de recours judiciaire pour parvenir à la désignation d'un syndic n'est pas compatible avec le délai de réalisation des travaux sur 2 ans par rue concernée que vous avez imaginé. Donc je vous demande que le cahier des charges des aides financières accordées soit revu pour tenir compte de cette particularité spécifique. Sur l'objet des travaux ensuite, il est inutile de refaire des façades s'il n'y a pas d'accompagnement pour que les fils téléphoniques et télévisuels ne soient pas également masqués. On avait également parlé en commission de la question des climatiseurs, mais ce dispositif est intégré dans vos propositions, je n'y reviens pas. Et puis, pour que des dispositifs anti-pigeons, comme ceux que vous avez enfin fait installer sur la rue Girardin, sur l'immeuble annexe du musée d'histoire locale, ne soient pas également pris en charge. Et enfin, sur le montant des aides annoncées, l'enveloppe de 30 à 40% des travaux échafaudage compris est manifestement trop faible pour des habitants du centre de plus en plus pauvres. Nous proposons à cet égard une majoration des aides pour les personnes aux revenus les plus faibles, selon un barème qui pourrait être celui des modalités de versement des allocations de la CAF. Enfin, sur les entreprises à choisir, vous noterez, s'il vous plaît, il y a une petite coquille dans le cahier des charges que vous avez soumis, puisque au titre des entreprises éligibles pour les travaux, vous ne mentionnez que celles inscrites au registre des métiers, alors que pour les documents à fournir pour le bénéfice de ces aides, vous mentionnez évidemment l'inscription au registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes éléments, il y a un petit oubli qu'il faut corriger. Au final, et j'en termine, ce qu'on peut regretter dans ce dispositif, c'est qu'en réalité, il ne s'inscrit pas dans une opération programmée de rénovation de l'habitat qui vous aurait permis d'obtenir notamment des aides complémentaires au travers de l'ANA, ou même d'une opération programmée de rénovation urbaine dont les subventions auraient été encore plus importantes. Et c'est particulièrement dommage parce que, encore une fois, on s'adresse ici et on va contraindre ici une population qui a de moins en moins les moyens d'entretenir ces immeubles.
Alors vous allez me dire, c'est pas grave, puisque comme on est sous le régime de l'injonction administrative, ces travaux pourront être au final réalisés par la collectivité, et ce sont les services des impôts qui iront recouvrer sur ces gens les factures qui auront été exposées par la collectivité. Je pense pour ma part qu'il n'y a pas de volonté majeure des habitants de la ville de ne pas respecter leur cadre urbain, bien au contraire, et que c'est en les associant plus qu'en les contraignant qu'on parviendra demain à obtenir une ville qui soit où il fera effectivement totalement bon vivre. Pour ce qui me concerne, et j'en termine, à titre personnel, pour des raisons que vous pouvez comprendre, je ne prendrai pas part au vote pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Le reste de votre groupe vote néanmoins pour? D'accord, c'est bien noté. J'ai noté vos remarques, je n'y reviens pas particulièrement. L'enveloppe d'aide m'apparaît pertinente, performante et incitative. 150 000 € consacrés cette année à ce sujet. Évidemment que l'objectif est d'associer les habitants plutôt que de procéder à des injonctions. C'est comme cela que nous allons procéder, bien entendu. Nous allons communiquer dans le magazine municipal, nous allons écrire aux propriétaires et faire en sorte que les choses se passent évidemment le mieux possible. Simplement, nous nous laissons la possibilité, le cas échéant, et si c'était nécessaire, d'avancer avec une injonction administrative, en effet, car cela nous paraît être un objectif absolument indispensable pour continuer à moderniser et rénover notre centre-ville. La ville va continuer à investir de manière lourde au bénéfice du centre-ville. Ce sera le cas avec le parking Paul Vernet qui sera souterrain, avec le parc que nous allons faire probablement au-dessus, avec les voiries qui vont continuer à être rénovées. L'aspect des façades m'apparaissait être un point important. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce sujet que nous n'aurions pas faites? Oui, je vous en prie. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur le maire. Je suis un peu surpris. Dans administratif, vous venez de nous dire qu'il n'y a plus de centre administratif sur la place Paul Vernet, mais juste un parc. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, je réfléchis à la possibilité d'installer dans des locaux existants et vacants un certain nombre de services municipaux. Cela est à l'étude et nous vous en dirons plus prochainement. Si ça peut permettre d'une part d'occuper des locaux vacants et d'autre part de limiter le coût pour la commune, et troisièmement d'avoir un parc en plein cœur de ville, je crois que ça peut être une étape importante pour le centre-ville et éminemment positive. Je reviendrai en temps voulu, cela me semble être un peu tôt pour le moment. Mais nous y travaillons. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Je n'en vois pas. J'ai noté que M. Bonneman ne prenait pas part au vote, que l'ensemble des autres conseillers municipaux votaient pour. Je vous en remercie beaucoup. Nous avons une question numéro 18 sur la demande de prorogation de la concession de la plage de Fréjus-Plage. C'est Jean-Louis Barbier qui a la parole. Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'on peut grouper la délibération 18 à la délibération 19? Oui, je suis très pour regrouper. C'est le même sujet, c'est la même logique. Donc ces deux délibérations adressent la prorogation des concessions de plage de Fréjus-Plage pour la 18 et de la base nature pour la 19, concession qui avait été accordée par l'État pour une durée de 12 ans et qui arrive à expiration le 31 décembre 2021. Au conseil municipal de juin 2020, nous avions autorisé monsieur le maire à solliciter le renouvellement de ces concessions auprès des services de l'État. Les dossiers ont été élaborés, ont été mis en chantier dès la fin de l'année 2019, ont abouti effectivement à cette proposition de renouvellement au mois de juin 2020.
un certain nombre d'événements font qu'aujourd'hui, cette demande de renouvellement des concessions de plage, de ces deux plages, cette demande est toujours en cours d'instruction au niveau des services de l'État, à l'issue donc de 8-10 mois d'échanges fructueux, constructifs entre les services de l'État et les services de la ville. Malgré tout, sans parler non plus de la crise du Covid qui a bien ralenti les processus, les procédures, les échanges, eh bien aujourd'hui, l'instruction est toujours en cours, ce qui fait que, par anticipation et pour être sûr de bien pouvoir travailler sur ce dossier de façon sereine, nous demandons au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à demander la prorogation d'1 an les concessions de plage de ces deux plages, de Fréjus-Plage et de la Base Nature. Bien, est-ce que vous avez des remarques sur ce sujet? Monsieur Puron, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vais naturellement approuver cette délibération, ces délibérations d'ailleurs, la 18 et la 19, qui appellent toutefois de ma part les observations suivantes. Le 30 juin dernier, quand nous avions été appelés lors de la séance du conseil municipal à vous autoriser à solliciter auprès des services de l'État pour une période de 12 ans à compter du 1er janvier 2022 les renouvellements des deux concessions de plage naturelle de Fréjus-Plage et de la Base Nature qui arriveront à expiration le 31 décembre prochain, j'ai bien parlé de concessions et non de sous-traités de plage qui arriveront, eux, à échéance le 30 septembre 2021. J'avais fait part de mon étonnement que la prorogation de ces concessions en cours n'ait pas été demandée préalablement, ce qui eût été plus cohérent, et de ma certitude que la ville, compte tenu des délais de procédure incompressibles dans le cas des DSP, serait dans l'impossibilité de procéder à la mise en concurrence et à la réattribution des 5 lots de plage prévus dans le cadre des futures concessions avant la fin de l'année 2021. Nous y sommes et le résultat est là. Je tiens d'ailleurs à ce propos à attirer votre attention sur le fait que les sous-traités ne pourront pas du tout être prorogés jusqu'au 31 décembre, comme cela est indiqué dans la délibération, puisque la dernière année d'une concession, c'est la règle, les bâtiments et installations se trouvant sur la plage doivent être obligatoirement démontés et avoir été retirés à la fin de la saison balnéaire, c'est-à-dire au plus tard le 30 septembre de la dernière année. Il est d'ailleurs à noter à ce propos que les sous-traités en cours, qui vont devoir être prorogés, mentionnent bien qu'ils expirent le 30 septembre 2021. C'est quand même un point d'importance et donc la délibération de ce point de vue pose problème, étant rappelé que quiconque n'aurait pas démonté dans les délais les bâtiments serait dans l'incapacité de pouvoir soumissionner. Je reviens à l'essentiel. L'État est saisi depuis des mois des 2 demandes de renouvellement qui ont pris un retard considérable et qui vont devoir faire l'objet, si les 2 prorogations d'1 an sont accordées, de nouvelles délibérations modificatives en conseil municipal, car naturellement, il faudra bien que notre Assemblée approuve la modification de la date d'entrée en vigueur des 2 concessions, à savoir le 1er janvier 2023 au lieu du 1er janvier 2022, tel qu'il était indiqué dans la délibération du 30 juin 2020. En espérant que cette prorogation d'1 an sera suffisante pour mener à bien les procédures à venir qui s'annoncent longues et complexes. Je les rappelle, enquête publique, définition de la charte architecturale des futurs bâtiments, déconstruction et retrait des bâtiments existants, mise en concurrence des candidats, dépôt et analyse des offres, délibération du conseil municipal, attribution des lots de plage, délivrant des titres d'occupation et d'exploitation aux sous-traitants, instruction des demandes de permis de construire, purge des délais de recours des tiers, construction des bâtiments et installations, et avec enfin visite obligatoire de la commission de sécurité qui doit être convoquée au plus tard 11 jours avant la visite. Autant dire que les procédures vont être très riches et que la période qui s'annonce dans les prochains mois va être extrêmement compliquée, car elles vont se succéder selon un calendrier très contraint et qu'il va falloir être extrêmement vigilant pour tenir les délais. Ce qui m'amène à rappeler que dans une récente réponse ministérielle de novembre 2020, il a été précisé qu'un avenant prolongeant un contrat de concession ne peut pas excéder le strict délai
nécessaires pour faire face aux circonstances imprévues de la crise sanitaire de la Covid-19, au cas où le service est même recuré, et qui ne doit pas non plus avoir pour effet d'empêcher une remise en concurrence périodique. J'approuverai cependant cette délibération. Bien, merci beaucoup. On a pris note de vos remarques. Monsieur Serre, je vous en prie. Monsieur le maire, oui, je suis d'autant plus étonné de ce retard que vous nous aviez vanté l'aide d'une société extérieure et je vois que l'aide de la société extérieure se concrétise par plusieurs années de retard. Voilà, donc je me pose quand même des questions quant à l'utilité de payer cette société extérieure. Pas d'autres observations? Monsieur Barbier non plus, pas particulièrement. Hein. Bien, on passe au vote. S'il y a des oppositions, des abstentions, je n'en vois pas. On peut passer à la question numéro 20 et peut-être même 20 et 21 et 22. En effet, 20 et 21 dans un premier temps, c'est une délibération qui est la conséquence de la demande de prorogation s'il est accepté, puisqu'il faudra reconduire à l'identique les sous-traités d'exploitation pour une saison supplémentaire, c'est-à-dire de mars à octobre 2022. Et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cette demande d'extension de la période d'exploitation sur l'année 2022 en cohérence avec la demande de prorogation des deux concessions de plage. Ok, pas de problème, c'est cohérent avec le reste, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie beaucoup. On a une question 22-23 du coup. Oui, qui sont également techniques et des conséquences de cette demande de prorogation, puisque nous allons reconduire à l'identique les errements actuels, c'est-à-dire nous autorisons le maintien en place des structures pendant la période hivernale de fin octobre à mars. Donc là, ça concerne fin 2021 à mars 2022. Bien, pas d'opposition là non plus, ni d'abstention, je vous en remercie beaucoup. On a une question numéro 24 au sujet de la résidence du Bel Azur. Michel Bourdin. Oui, merci monsieur le maire. Adieu. Bon, on va la refaire. On peut y aller? C'est bon. Allez-y, monsieur Bourdin, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la résidence Bel Azur, située au 710 avenue du Train des Pignes à Saint-Égulphe, qui a été mise sous administration judiciaire par ordonnance de monsieur le président du tribunal de grande instance le 17 décembre 2012. La copropriété est confrontée à de graves problèmes financiers en raison d'impayés et de charges. La majorité des copropriétaires ont exprimé le souhait de vendre leurs biens. La commune est déjà propriétaire de 12 lots. Madame Anaëlle Brouard, propriétaire d'un appartement, a informé la ville de sa volonté de vendre son bien. Le prix négocié par la ville et accepté par Mme Brouard s'élève à 25 000 €. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de décider de l'acquisition de cet appartement au prix de 25 000 €, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte authentique d'acquisition, de désigner maître Christelle Grillet pour la rédaction de l'acte et de dire que les frais d'acte seront pris en charge par la ville. Bien. Et d'après nos prévisions, on risque d'être propriétaire de l'ensemble de tout l'immeuble. De l'immeuble dans un an ou deux, ou plus tard. Oui, il reste encore un plateau. Fin 2023, ce serait bien pour pouvoir passer à autre chose. Enfin, pas d'opposition ni d'abstention, je suppose. Si, madame, oui. Eh oui. Non, il n'y a pas de problème. Je sais bien que je suis bien au fond, j'essaye de faire remarquer. Monsieur le maire, écoutez, même question, même conséquence qu'au conseil municipal du 26 mai et du 29 septembre, respectivement les délibérations 38 et 33. Quel est le projet municipal? Pour y faire quoi? Tant qu'on n'aura pas de réponse à ces questions, je m'abstiendrai. Bien, c'est noté. Pas d'autres oppositions, abstentions. Je vous en remercie. Il est évident que je reviendrai sur tout ça en temps voulu. C'est bien prématuré. On y va étape par étape. Et dès lors que nous serons totalement propriétaires, j'aurai l'occasion de faire des propositions à ce conseil municipal. Ne brûlons pas les étapes. Merci à vous. Pas d'opposition ni d'abstention, donc en dehors de vous. Et nous avons une question relative au relogement des services techniques.
C'est Monsieur Bourdin qui a la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, la ville a pour projet le relogement des services techniques municipaux sur un ensemble de parcelles situées rue de l'Avelan. Le plan local d'urbanisme approuvé le 4 juillet 2019, cet ensemble de parcelles d'une surface totale d'environ 16 661 m², cadastré en zone UHB à vocation d'équipement public. La SEM Aménagement est propriétaire de la parcelle cadastrée 1369 non bâtie d'une surface d'environ 729 m², comprise dans ce périmètre du projet. La ville s'est rapprochée de la SEM Aménagement afin de lui proposer l'acquisition de la dite parcelle. En contrepartie, la ville a proposé la cession d'une parcelle communale cadastrée numéro 64 au 471 avenue Victor Hugo, d'une surface de 494 m², occupée par une maison d'habitation de 80 m². Le service France Domaine a fait connaître la valeur vénale de la parcelle cadastrée 1369 appartenant à la SEM pour 55 000 €. La valeur vénale de la parcelle communale cadastrée numéro 64 appartenant à la ville au prix de 167 000 €. Donc, il est donc proposé à la SEM Aménagement de procéder à l'échange avec une soulte au bénéfice de la ville de 112 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte authentique et à désigner Maître Grégoire Caramagnol pour la rédaction de l'acte. Les frais de notaire seront pris en charge par la ville. Bien. On avance, c'est une bonne chose, pas d'opposition. Oui, je vous en prie, monsieur. Ah, je ne vous entends pas. Michel, il faudrait que tu coupes ton... Voilà. Allez-y, monsieur. Ça ne marche toujours pas. Ville, ah, voilà. À côté de ce qui devrait être le joyau, un des joyaux de Fréjus, à savoir la future ZAC des Sables, me paraît une idée très saugrenue. Et donc, pour cette raison, je voterai contre cette délibération. Est-ce qu'il y a d'autres oppositions ou abstentions? Oui, madame. Oui, monsieur le maire, pour les mêmes raisons que monsieur Serre, et j'ajouterai en plus que je vous avais demandé lors du précédent conseil municipal d'avoir les éléments du programme permettant de chiffrer à plus de 11 millions le projet de relogement des services techniques sur cette parcelle de terre. Comme je n'ai pas d'éléments, je vote également contre cette délibération. Vous aurez des éléments au conseil municipal le moment venu. Est-ce qu'il y a d'autres observations, oppositions ou abstentions? Je n'en vois pas, je vous en remercie beaucoup. On peut passer à la question numéro 26, Michel Bourdin, toujours au sujet de l'autorisation que nous donnerions à la SEM pour déposer des demandes d'urbanisme pour réaliser une très jolie fresque sous le pont de l'avenue du Maréchal Leclerc. Je pense que j'ai tout dit, Michel. Oui, il n'y a rien de spécial. Vous avez une belle fresque qui va être faite. Pas d'opposition ni d'abstention. Oui, je vous en prie, monsieur. J'ai eu l'occasion de le dire en commission. Je pense que ce n'est pas le moment pour réaliser ce type de dépenses qui m'apparaît relever des dépenses somptuaires. Pour cette raison, je vote contre. Moi, je crois l'exact contraire. Je pense que c'est justement le moment d'investir dans la beauté de nos quartiers, d'investir pour notre commune, dans le domaine touristique en particulier, car il nous faudra accompagner tous les acteurs économiques de la commune. Et c'est ce pourquoi je pense que c'est une bonne chose. Monsieur Barbier, je crois, voulait la parole. Merci beaucoup. D'abord, c'est artistique. D'abord, c'est chouette, c'est magnifique. Promenez-vous le long du canal, levez les yeux, vous la verrez quand elle sera réalisée. Et enfin, elle s'inscrit dans tout un projet lié à la défense et la mise en valeur de la biodiversité à Fréjus, à Port-Fréjus, dans le prolongement de ce qui est le sentier sous-marin terrestre qui va augmenter cette année, dans le prolongement du sentier sous-marin qui va bientôt voir le jour. Donc, elle n'est pas arrivée là comme ça, posée sous un pont, parce que non, elle s'inscrit dans un vrai projet. Et je le dis en plus, elle est magnifique. Je vous remercie beaucoup de ces précisions. Je termine simplement, monsieur. Non, mais très rapidement, je connais trop
les qualités artistiques de M. Barbier et le fait qu'il soit un homme de goût, je n'en disconviens pas une seule seconde. Sérieusement, c'est évident que c'est un beau projet, et je n'en disconviens pas. C'est évident que ce projet s'inscrit dans la valorisation de Port-Fréjus. Je n'en disconviens pas. Je rappelle simplement que nous venons, et nous sommes en train encore d'engager des dépenses extrêmement importantes sur l'îlot central, qui va être une vraie réussite, mais y rajouter encore, dans le contexte sanitaire et de crise sociale que nous connaissons actuellement, cette dépense supplémentaire, pardonnez-moi, ajouter à toutes les autres, je pense que ce n'est pas le moment. Nous pourrions réaliser cette dépense une fois la crise terminée. Je serai le premier pour la voter. Il n'y a aucune difficulté. Mais je pense qu'actuellement, ce n'est pas le moment. Voilà le sens de mon vote. Oui, monsieur Perron. Alors, je voudrais pas non plus qu'on s'enflamme trop pour qu'on alourdisse trop nos débats pour cette histoire, mais allez-y, monsieur Perron. Hein. N'ayant pas la chance de siéger en commission, je ne connais rien de ce projet, si ce n'est la photographie. Je ne sais pas qui est l'artiste, je ne sais pas le coût. Difficile d'approuver un tel projet sans avoir le moindre élément. Comment La fin de votre... Difficile d'approuver ce projet dès lors je n'ai strictement aucun élément. D'accord, bon, très bien. Bon, je signale pour rassurer ceux qui sont inquiets, dans le domaine budgétaire en particulier, que c'est la SEM de Port-Fréjus qui porte le projet et pas la ville. Mais bon, j'ai compris que ça vous dérangeait quand même. Je tenais quand même à vous apporter cette précision. Hein. La ville ne dépensera pas 1 euro et bénéficie de la SEM et de son action dans ce domaine, comme l'a rappelé Jean-Louis Barbier tout à l'heure. Pas d'autres question des finances de la SEM par la SEM. Absolument. Pas d'autres oppositions ou abstentions? Pas d'autres interventions sur la baleine? Pour bien noter, madame. Entendu. Merci à tous. Nous avons là une question 27 sur le restaurant de la piscine et des autorisations pour d'urbanisme pour la terrasse couverte de cet établissement. Monsieur Bourdin n'a pas grand-chose à ajouter, je pense, j'ai tout résumé. Excuse-moi, hein, j'ai fait ton... Pas d'opposition ni d'abstention, je suppose, je vous remercie beaucoup. On a le bilan des activités pour l'exercice 2020 de l'Office du tourisme et je laisse la parole à Christophe Ciocca. Merci Monsieur le maire, merci mes chers collègues. Il vous est demandé ce soir d'approuver le bilan d'activité de notre Office de tourisme pour l'année 2020 tel qu'il a été adopté à l'unanimité lors de notre dernier comité de direction du 3 mars dernier. Ça a été une année 2020 très difficile, très compliquée. Au-delà de ça, on a pu continuer à mener une politique de qualité d'engagement puisqu'on a pu conserver notre marque essentielle qualité tourisme. Il se dégage 4 grands services qui animent notre structure. Je vais vous les détailler très rapidement. Le premier grand service, c'est l'accueil. Vous le savez, l'accueil et l'information sont nos activités principales pour être toujours à l'écoute et savoir s'adapter aussi bien pour nos vacanciers que nos professionnels du tourisme ainsi que l'ensemble des Fréjussiens. Nous nous aidons bien sûr de différentes documentations et différents guides comme le calendrier des festivités, etc. Et notamment cette année, notre guide des restaurants qui a été la grande nouveauté et qui sera renouvelé pour cette année 2021. On a accueilli, somme toute, quand même cette année, quelques 61 225 visiteurs et notre service de billetterie aura généré un flux de recettes de plus de 82 000 euros. Au niveau de notre relation client 2020, nous avons été certifiés par l'agence départementale du Var, donc notre agence locale ADT Var, Var Accessible. C'est la première étape pour notre office pour l'obtention du label Tourisme et Handicap. Notre deuxième grand service est celui bien sûr de la promotion du développement numérique et sans oublier les visites guidées. Elles ont diminué cette année pour cause bien sûr de Covid et on a pu reprendre les visites qu'à partir du mois de juin. On a accueilli néanmoins un petit peu plus de 38 groupes et 1223 visites personnelles.
Vous devez savoir également qu'en termes de communication, nous avons fait une campagne post-Covid très importante, qu'elle soit télévisée ou sur base de newsletters ou encore Facebook et Twitter. Notre marque de territoire Fréjus Cœur d'Azur est maintenant bien assise au sein de notre territoire. C'est une marque qui est en partage, ne serait-ce qu'avec l'Étoile Football Club de Fréjus-Saint-Raphaël, l'AMSELF aussi également, mon cher Patrick, ainsi que l'association Légion Romaine 8, sans oublier Fréjus, capitale azuréenne de la pétanque. Nous possédons également le label France Station Nautique qui nous permet d'intégrer tout un réseau national de stations classées, de bénéficier de toute une infrastructure pour mettre en valeur l'offre nautique de notre territoire, ainsi que sa promotion. Grâce à notre site internet, on enregistre en moyenne 16 000 connexions par mois et on monte avec un pic de fréquentation en saison à 50 000 connexions. Un des services aussi, je dois vous dire juste quelques mots, c'est le service événementiel et logistique, qui est un service très important de l'Office de tourisme qui permet la programmation événementielle et culturelle sur l'ensemble de l'année et permet de donner toujours une image positive de notre destination et développer sa notoriété, même si beaucoup d'événements ont dû être annulés en 2020. Certains ont pu voir le jour, comme Fréjus on the Rock, qui a été une nouveauté, qui a été un événement qui s'est très bien passé, qui a été organisé fin août au Théâtre Romain, qui sera reprogrammé également cette année. On a bien sûr réalisé la promotion pour les associations de notre ville, mais également celle des animations de notre port. Dernier petit mot pour terminer, pour vous parler de notre service administratif, qui est tout aussi important, qui nous a permis cette année de signer 23 conventions de partenariat et de mettre 22 espaces à disposition. Notre comité de direction se sera réuni à 6 reprises. Nous aurons entériné pas moins de 86 délibérations. En gestion comptable et budgétaire, c'est 126 titres de recettes et 1204 mandats émis pour l'année 2020, ce qui correspond pour nous à l'équivalent d'une ville et d'une commune telle que Bagnols en forêt. Voilà pour ce résumé de ce rapport d'activité qui est annexé à la délibération. Je ne vais pas tout dire, évidemment, dans le cadre de cet exposé oral. Je félicite Christophe, en tout cas. Vous avez pris connaissance, évidemment, de ce qui est indiqué dans le reste du bilan. Si vous souhaitez intervenir sur le sujet, je vous laisse la parole. Pas d'intervention. Je crois qu'on prend acte ou on vote là? On prend acte. Hein? Ah, on approuve. Pas d'opposition ni d'abstention. Abstention. Oui, c'est tout. C'est bien noté. Nous avons une question 29, Martine Petrus Benamou. À la parole. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir. Oui, il s'agit d'une demande de subvention à la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de la Convention Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Dans le cadre de la Convention pluriannuelle Ville et Pays d'Art et d'Histoire, la ville de Fréjus sollicite le ministère de la Culture pour l'attribution d'une subvention de 10 000 € destinée aux actions pour l'année 2021. Cette subvention, qui doit compléter le budget de la Direction de l'archéologie et du patrimoine de la ville, est destinée aux actions menées par l'animateur de l'architecture et du patrimoine durant l'exercice budgétaire en cours. Cette subvention sera allouée aux actions suivantes en 2021. Application numérique, 4 000 €. Signalétique patrimoniale, 3 000 €. Action d'éducation artistique et culturelle, 2 000 €. Communication, édition, 1 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pluriannuelle. Pas de problème, je suppose. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous en remercie. On a le 25e festival du court-métrage du 14 au 5 février, dont va nous parler Martine. Oui, là, Monsieur le maire, c'est une reconduction du festival, donc du 25e festival du court-métrage. La direction de l'action culturelle de la ville de Fréjus organise le festival du court-métrage, dont ce sera en 2022 la 25e édition. Il sera organisé du 14 janvier au 5 février 2022 au théâtre Le Forum, au cinéma Le Vox, à la Villa Aurélienne et à la médiathèque Villa Marie.
sous toute réserve évidemment de modifications, reports et annulations en raison des mesures restrictives prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, j'allais dire 21. Voilà, donc il est donc proposé au conseil municipal de décider de reconduire le festival du court-métrage pour l'édition 2022, d'autoriser la rémunération des dotations des prix décernés au court-métrage récompensés, que vous avez dû lire, et d'autoriser la prise en charge budgétaire et la répartition des frais aux droits de projection en frais VHR dont les membres du jury et équipe de film, aux frais de représentation, de frais locatifs et techniques, les frais de communication et d'inscription inhérents à l'organisation du festival, et de valider le règlement du festival annexé 6 juin. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie beaucoup. On a une question 31. Donc là, c'est une convention de partenariat quadripartite avec donc l'association Diversity, l'association en aide aux victimes d'infractions du Var et l'association Le Cap. La ville de Fréjus a sollicité l'association Diversity pour organiser à Fréjus un spectacle intitulé Woman. Il s'agit de proposer un spectacle de danse dans le but d'organiser une collecte de fonds dont les sommes reçues seront reversées à 2 associations, l'association d'aide aux victimes d'infractions du Var et l'association Le Cap. Il s'agit d'organiser une billetterie de spectacles à but caritatif et la mise en place de 2 urnes destinées à recevoir les dons numéraires qui seront reversés aux 2 associations venant en aide aux victimes des violences conjugales. Ce spectacle sera prévu le samedi 28 août 2021, sous toute réserve de modification, report et annulation. La ville de Fréjus, organisateur de cet événement, en partenariat avec l'association Diversity, formalise par la convention jointe en annexe les engagements respectifs des 2 parties, ainsi que la mise à disposition gracieuse des lieux au regard de l'intérêt public local du projet. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Fréjus et l'association Diversity, d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Fréjus et l'association d'aide aux victimes d'infractions du Var, et d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Fréjus et l'association Le Cap. Voilà. Pas de difficulté, pas d'opposition ni d'abstention. Je vous en remercie beaucoup. On peut passer à la question numéro 32. Oui, là c'est une convention donc avec le cinéma en liberté de partenariat avec l'association Var Estérel Cinéma. Donc la ville de Fréjus a été sollicitée par l'association Var Estérel Cinéma qui souhaite organiser à Fréjus pour la 5e édition du cinéma en liberté. Ça, c'est une reconduction. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Fréjus et l'association Var Estérel Cinéma, 6 jointe à la présente, et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Parfait, parfait. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous en remercie beaucoup. On a une question numéro 33. Là également, c'est avec les artistes en liberté, donc une convention de partenariat avec l'association Les Estérelles pour la 5e édition également. Donc il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Fréjus et l'association Les Estérelles, c'est du théâtre, vous le savez, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention. C'est du théâtre. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci beaucoup. La question numéro 34. Là, c'est de la musique. Musique en liberté, donc convention de partenariat avec l'association Ad Libitum. La ville de Fréjus a été sollicitée par l'association Ad Libitum qui souhaite organiser à Fréjus des animations musique en liberté. Il s'agit de soirées consacrées à des concerts de musique classique. Ces soirées prévues sur l'année 2021-2022 selon un calendrier prévisionnel établi dans la convention s'y annexée, sous toute réserve de modification, report et annulation, évidemment. La ville de Fréjus a souhaité s'associer étroitement à l'élaboration et à la mise en œuvre par un partenariat avec l'association Ad Libitum, formalisé par la convention 6 jointe. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat. Ce sera le 5 juin, le 30 juin, le 8 juillet. Voilà. Et c'est depuis 5 ans que ça existe.
Très bien, très bien. Donc là, c'est la délibération 35, Festival de jazz. C'est une convention de partenariat avec l'association Dom Jazz. La ville de Fréjus a sollicité par l'association Dom Jazz qui souhaite organiser à Fréjus la première édition de Festival de jazz sur un week-end. Cet événement musical et culturel prévu le 13 et 14 août, sous toute réserve de modification, évidemment, la ville de Fréjus a souhaité s'associer étroitement à l'élaboration et à la mise en œuvre par un partenariat avec l'association, formalisé par la convention jointe en annexe, qui prévoit les engagements respectifs des deux parties, ainsi que la mise à disposition gracieuse des lieux au regard de l'intérêt public local du projet. Voilà, il y aura un très très beau programme. Très bien. Pour la précédente, parce que j'ai oublié de faire voter, pour la précédente et pour celle-là, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous en remercie beaucoup. On passe à la question numéro 36, chaud en liberté. Chaud en liberté. Là, ça sera des comédies, des sketchs, du cabaret, voilà, sous l'égide de l'association Artistic Voice, une association qui s'est installée sur la ville de Fréjus. Donc, la ville de Fréjus est sollicitée par cette association et qui souhaite organiser à Fréjus des spectacles familiaux intitulés Chaud en liberté. Il s'agit de soirées culturelles et artistiques consacrées aux spectacles vivants réunissant de la danse, de la magie, des shows artistiques, de la chanson pour toute la famille. Ça se passera toujours sur le parvis de la Villa Aurélienne. Et je vais vous dire ça, les dates. Le 23 juin et le 31 juillet. Parfait, parfait pour le chaud en liberté, pas d'opposition ni d'abstention. Je vous en remercie beaucoup. On a Classical Music Event maintenant. Voilà, donc là, c'est toujours une convention de partenariat avec cette association. La ville de Fréjus a été sollicitée par l'association Classic Music Event qui souhaite organiser à Fréjus avec l'orchestre symphonique Passion Classique, la première édition de Festival de musique classique. Il s'agit de 2 concerts symphoniques, le premier étant consacré à l'anniversaire du compositeur Camille Saint-Saëns, dont nous fêterons les 100e anniversaire. Et le deuxième aux musiques de film, ce concert-là se raccrochera au 24e Festival du court-métrage. Il y aura donc un concert symphonique sur les musiques de films qui s'appellera Hollywood en concert. Ces concerts prévus donc sur l'année 2021-2022 selon un calendrier prévisionnel établi dans la convention s'y annexée. Voilà. La ville de Fréjus a souhaité s'associer étroitement à l'élaboration et la mise en œuvre par un partenariat avec l'association Classic Music Events. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Fréjus et l'association Classic Music Events et d'autoriser monsieur le maire à délibérer. Pas de problème, je présume, ni opposition ni abstention. Je vous remercie beaucoup. On a une question numéro 38 en convention de partenariat APS. Oui. L'APS donc est habilité par le conseil départemental 83 pour assurer une mission de prévention spécialisée dans le cadre de la protection de l'enfance à Fréjus, mission destinée à prévenir la marginalisation par la sociabilisation et la promotion sociale des jeunes et des familles. L'association APS met en place un dispositif rattaché à la Convention Justice-Région soutenue par le FSE et la politique de la ville, intitulé Parcours de remobilisation, au sein duquel des jeunes âgés de 16 à 25 ans sont accompagnés dans la construction d'un projet d'insertion ou d'une formation qualifiante. Ces objectifs s'inscrivent dans la volonté de la ville d'accueillir des jeunes fréjusiens suivis par l'association au titre des parcours de remobilisation et de développer des actions d'éducation artistique et culturelle, de rendre accessible à la population locale le jardin bouquetier pour la découverte des essences florales et horticoles et par la création ultérieure d'espaces participatifs sous forme de jardins partagés avec le jeune public. Voilà. À ce titre, l'association a de solliciter la ville pour la poursuite de l'organisation du parcours de remobilisation
dont les actions proposées sur et autour du jardin bouquetier verront des travaux de nettoyage et restructuration du jardin et de pérennisation de l'entretien horticole ainsi que du débroussaillage. Voilà, ils seront là un jour par semaine environ. Compte tenu de ces objectifs qui participent avec un intérêt public local, il est proposé d'autoriser cette association à organiser des parcours de remobilisation à partir de la date de signature de la convention jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Bien, merci beaucoup. Pas d'opposition ni d'abstention. Je remercie Martine pour l'ensemble de ces délibérations. Il y a des délégations qui m'ont été données et dont vous avez pu prendre connaissance. Et vous avez une information de monsieur le préfet du Var au conseil municipal. Vous avez dû en prendre connaissance aussi. Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, pardonnez-moi, monsieur le maire. Juste avant que ne se clôture cet ordre du jour, avez-vous l'intention de répondre à la question que j'ai posée par courrier du 10 avril 2021 et dont j'ai fait part au service Le principe de l'ordre du jour, c'est qu'on reste dans l'ordre du jour et que s'il y a des questions, on dépose une question avant la séance. Oui, c'est ce qui a été fait, monsieur.